Alep et sa citadelle, ses touristes, son souk foisonnant, ses commerçants. Ces images d'une ville pleine de vie datent d'avant la guerre en Syrie. Alep compte alors environ 2 millions d'habitants. Elle est avec Damas la ville la plus peuplée du pays, sa capitale économique. Depuis le début du conflit, Alep n'a souffert comme aucune autre ville en Syrie. Des quartiers entiers dévastés. À l'est d'Alep, un secteur alors sous contrôle de la rébellion. Les bombardements de l'armée syrienne et de l'aviation russe ont détruit des centaines d'habitations, des rues, des places, des routes. Des zones entières sont à l'état de ruine. Pour que ce moment soit vraiment historique, nous devons faire du super travail. Je vous le promets, je vous ne laisserai pas tomber. Nous allons faire du bon travail. Encore une fois, c'est un honneur pour moi. C'est une soirée incroyable. Les 2 dernières années ont été incroyables. Et j'aime ce pays. Merci, merci beaucoup. Comme c'est l'usage, on va souhaiter une bonne année aux lecteurs de Politis et à tous ceux qui nous regardent chaque semaine sur cet édito vidéo. Sauf qu'on a quelques doutes sur ces vœux, parce que l'année 2016 et l'année 2015 ont été assez funestes au plan international en particulier. Et le vœu que je forme, c'est que 2017 ne ressemble pas trop aux années qui l'ont précédé. Malheureusement, il y a quelques mauvaises ondes. On voit très bien qu'il y a une ambiance qui fait un peu peur, ambiance genre années 30. Il se trouve que j'ai lu ces jours derniers Le Monde d'hier de Stefan Zweig, où il parle précisément de l'entre-deux-guerres, et il y a beaucoup de similitudes. Alors il n'y a pas de nazisme pour en parler, bien entendu, mais il y a cette espèce de séduction, de fascination pour les solutions de force. On a vu Alep, la résolution des problèmes par les bombes, par l'anéantissement de populations entières et de villes. Et puis une séduction des autres personnages qui sont ou des autocrates ou des dictateurs, genre Poutine, genre Erdogan. Et puis aussi, bien sûr, le terrorisme, évidemment qu'il y a une interaction entre les deux se nourrissent. La pire des illusions, d'ailleurs, serait de croire que les dictatures font barrage au terrorisme. Eux-mêmes constituent une terreur et ils alimentent le terrorisme. Donc tout ça, on aimerait que ça cesse. Et puis on aimerait, alors c'est un peu paradoxal de dire ça, nous qui avons tellement demandé à nos élus de tenir leurs promesses, on aimerait que Donald Trump, que je qualifie d'ubu américain, qu'il ne tienne surtout pas ses promesses, parce que ses promesses sont très inquiétantes sur les migrants, sur le climat et beaucoup d'autres choses. Donc que celui-là, surtout, ne tienne pas ses promesses. Puis on aimerait aussi pouvoir échapper au tête-à-tête qu'on nous annonce entre Fillon et Le Pen au deuxième tour. Alors les sondages nous disent ça pour l'instant, mais beaucoup de choses peuvent changer d'ici là. Enfin, tout ça fait partie d'un paysage assez anxiogène qui est celui de ce début d'année 2017. Et puis il y a quelque chose que je trouve tout à fait effrayant aussi, c'est cette histoire de post-vérité. Alors ça va avec la campagne de Trump, avec le Brexit, avec les nationalismes, les démagogues qui, en Europe de l'Est aussi, je veux dire, y compris au sein même de l'Union européenne, ont pris le pouvoir ou ont conforté leur pouvoir avec des discours anti-immigrés, des discours vraiment d'hostilité, de violence. Alors cette post-vérité, c'est quoi? C'est l'idée que dorénavant, finalement, les politiques pourraient mentir au maximum pendant une campagne électorale et puis feraient ensuite une sorte de bras d'honneur à leur électorat. Alors c'est pas simplement de la démagogie comme on l'a connu et comme on peut en connaître ici bien entendu, c'est le mensonge et la démagogie quand ils acquièrent, disons, un statut de concept, quand les sociologues en quelque sorte leur donnent un nom. C'est ça la post-vérité. Et ça c'est encore plus inquiétant parce qu'il y a une sorte on l'admettrait, on digérerait cet état de choses qui est tout à fait redoutable. Et enfin, ce qui me fait craindre aussi beaucoup pour cette année, c'est que l'une des données, des similitudes que l'on trouve entre aujourd'hui et
ce monde d'hier dont parlait Stefan Zweig, c'est la faiblesse de la démocratie. Parce que finalement, c'est le point de départ de tout. Nos démocraties sont faibles parce qu'elles ont été incarnées par des personnages, et en Europe en particulier, en France aussi, qui n'ont pas tenu leurs engagements et qui ont fait perdre confiance en la démocratie par une partie de nos concitoyens, et qui ont apporté la démonstration tout à fait négative que finalement cette démocratie-là, qui selon moi n'est pas la démocratie d'ailleurs, eh bien elle est incapable de résoudre les problèmes d'injustice sociale. Voilà le fond malheureusement des craintes que l'on peut avoir. Alors on a quand même une grande dose d'espoir parce qu'on est, nous, à Politis, et puis avec beaucoup d'autres, dans l'action. Et il ne s'agit pas de contempler ce paysage inquiétant, il s'agit de le changer. Et pour ça, on est tout à fait inscrit dans des combats politiques, ceux qui nous attendent notamment cette année. Alors cette semaine, notre une, elle renvoie un peu à ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire que faut-il voter avec ses tripes, c'est-à-dire faut-il se laisser entièrement subjuguer par ses émotions et prendre le risque, par exemple, que des attentats, du terrorisme, tous les événements anxiogènes qui peuvent survenir conduisent une partie de la population, par exemple, à des solutions qui sont complètement folles, vote Front National, par exemple, entre autres.